Vous écoutez Sounds Like Portraits, un podcast tout entier consacré à la créativité. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Le monde tourne si vite aujourd'hui, comment s'y retrouver? Dans cet épisode, Pascal Boniface parle de sa créativité de géopolitologue pour apercevoir des repères dans les changements que nous vivons à l'échelle planétaire. Mais d'abord, il raconte ce qui, toute sa vie, l'a inspiré. Toute ma vie, j'ai toujours eu peut-être la soif de comprendre. Donc peut-être que s'il y a quelque chose qui devait être le fil directeur de mon activité, depuis, si ce n'est l'enfance, au moins l'adolescence, c'est de comprendre le monde. Qu'est-ce que la géopolitique ? Alors, la géopolitique, c'est l'étude des rapports de force au niveau international. Donc c'est, disons, l'analyse de la compétition sur la scène internationale, qui fait appel en fait en tant que discipline à de nombreuses autres disciplines. On ne peut pas faire de géopolitique si on n'a pas un peu de connaissances historiques, des connaissances un peu économiques, également sociétales, mais également bien de sciences politiques, de droit. On peut dire que la géopolitique un peu se sert de toutes les formes de savoir pour les unir dans cette étude des rapports de force au niveau international. Le monde tourne tellement vite de nos jours qu'on peut se demander s'il est même possible d'avoir une pensée au-delà du court terme sur l'ordre politique international. Comment est-ce que c'est possible de penser un monde qui va aussi vite ? La question que vous posez, elle est fondamentale parce que ce qui me frappe de plus en plus, c'est ce grand écart entre le court et le long terme. Parce qu'effectivement, le monde va de plus en plus vite, comme vous l'avez dit. Et en même temps, il y a des grandes permanences. Il y a des grandes permanences et le monde ne change pas non plus. Enfin, il change tous les jours, mais il n'y a pas de rupture historique tous les jours. Et donc, en fait, c'est toujours un peu comment, tout en étant réactif, tout en étant rapide, comment ne pas perdre cette perspective du long terme. Et je crois que cela est une réalité dans tous les métiers que l'on peut avoir. La bataille que j'ai avec mes étudiants, les étudiants que je peux avoir sont mieux informés que je n'étais à leur âge, parce que quand j'étais étudiant, il y a 30, disons 40 années, soyons francs, eh bien, c'était la recherche de l'information qui était difficile. Aujourd'hui, c'est la sélection de l'information. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup auprès d'eux pour dire, c'est bien tout Internet, ça vous donne plus d'informations, mais n'oubliez pas de lire des livres. Ce sont les livres qui, pas tous bien sûr, mais ce sont les livres qui donnent la perspective, qui donnent le recul, qui donnent une sorte de pensée globale et non pas de pensée fragmentée qui ne fait pas le lien entre plusieurs événements. Cette série est consacrée à la créativité. Comment envisagez-vous la créativité dans votre démarche ? Alors, justement, il y a deux choses. La créativité, c'est d'une part de rendre plus facilement compréhensibles des choses qui peuvent paraître complexes. Il y a dans le grand public une sorte de sentiment un peu dual par rapport à la géopolitique. À la fois, ça intrigue, ça passionne et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'impression justement que seule une poignée de spécialistes ont accès à cela. Et puis quand vous parlez des choses simplement, le public suit parce qu'il n'y a aucune raison. Les gens ne sont pas idiots et donc ils comprennent parfaitement cela. Et donc ça, c'est déjà un premier aspect. Le second aspect, c'est d'essayer de comprendre, de stimuler intellectuellement et d'essayer de ne pas se laisser aller. Justement, par rapport à votre première remarque, la rapidité nous conduit à aller vers les idées reçues, à aller à la première impression, à aller un peu, il faut un peu réfléchir à voir ce qu'il y a derrière, la première impression, ce qu'il y a derrière l'idée reçue. Si l'on essaye de comprendre et d'expliquer, ce n'est pas pour légitimer, c'est simplement pour mieux comprendre et parfois pour pousser en avant, parfois pour combattre des phénomènes. Vous avez évoqué les grandes ruptures historiques. Au niveau de votre démarche, qu'est-ce qu'une idée nouvelle en géopolitique ? Oh, il y en a plusieurs. Pour ma part, j'avais mis en avant le concept de prolifération étatique dans les années 90, au moment où les empires soviétiques et yougoslaves s'étaient effondrés, avaient implosé, s'étaient séparés en plusieurs. Il y avait également d'autres tendances sécessionnistes dans d'autres pays. Et j'avais observé que là, c'était une vraie prolifération parce qu'on augmentait réellement le nombre d'États. Et j'avais mis en avant que les guerres de sécession étaient désormais plus nombreuses que les guerres de conquête et que très souvent, la demande de sécession était pour conserver une richesse naturelle ou une ressource rare et ne pas la partager avec les autres, que c'était une sorte d'égoïsme économique qui se cachait, parfois mal, parfois mieux, derrière une volonté nationale d'exister et d'autodétermination. Mais une fois encore, toutes les sécessions étaient souvent le fait que les riches ne voulaient plus partager avec les pauvres. Ça, c'était à l'époque une idée nouvelle.
Je pense que la plus grande évolution stratégique et géopolitique récente, c'est la fin du monopole occidental sur la puissance, du fait de l'émergence des autres nations. Il y a bien sûr les BRICS dont on parle, qui d'ailleurs assez curieusement était une catégorie artificielle inventée par analyse de Goldman Sachs en 2001, qui est devenue une réalité puisque maintenant ces pays ont des sommets. Mais au-delà des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, auxquels on ajoute l'Afrique du Sud, il y a 60-70 pays qui ont émergé, qui n'entendent plus se laisser dicter leur conduite par les pays occidentaux. Les Occidentaux ont dominé le monde, non pas pendant 40 ans, mais pendant 5 siècles. Donc ça crée des habitudes beaucoup plus enracinées dans les comportements, dans les consciences. Et donc c'est ça qui me paraît être la plus grande révolution stratégique actuelle. Pour prendre un exemple parmi 1000, j'entends souvent dans des débats que la communauté internationale a fait ci et ça, mais souvent les gens qui parlent confondent communauté internationale et communauté occidentale. Donc il faut remettre la perspective. L'Occident n'est qu'une partie du tout. Elle n'est pas le tout, même si elle a été le tout pendant très longtemps, qu'elle a dominé le monde. Et ce que j'essaie de faire aussi bien pour moi-même que par rapport à mes étudiants, dans mes cours, c'est justement toujours de donner une perspective plus globale et de montrer que les choses sont à la fois plus simples que ceux qui veulent les dire complexes, mais en même temps plus complexes que ceux qui veulent les simplifier à l'excès. La nuance, c'est ça qui permet de sortir de ce que Lévi-Strauss appelait l'ethnocentrisme, c'est-à-dire cette façon d'oublier qu'il y a d'autres points de vue dans le monde. Coluche n'était pas géopoliticien, mais il avait eu cette phrase fameuse en disant ce qui est embêtant dans le monde, c'est qu'il n'y a pas que des Français. Et on pourrait appliquer cette phrase aux Russes, aux Chinois, aux Africains, et chacun se croit au centre du monde, sans trop réaliser qu'il n'est qu'une partie de ce monde dans lequel tout le monde existe. Pourquoi les Anglais n'ont pas les mêmes réflexes que les Français? Il n'y a pas un qui serait supérieur à l'autre ou qui serait plus à blâmer que l'autre. C'est simplement, nous n'avons pas le même ADN stratégique. Et qu'au niveau international, même si les acteurs sont diversifiés et que l'État a perdu le monopole d'être le seul acteur international, eh bien quand même on voit que l'État-nation reste le pivot des relations internationales parce que les peuples ont leur ADN. Et pour prendre un exemple, on a parlé à tort d'ailleurs du printemps arabe à partir de 2011, mais quand on regarde ce qui s'est passé, alors que certains disaient il y aura un effet domino, tous les régimes vont tomber les uns après les autres, on voit en fait que parmi les 22 membres de la Ligue des Arabes, il y a 22 scénarios différents parce que c'est 22 nations différentes et que ce qui se passe, y compris dans des pays pourtant proches qui sont du Maghreb francophone, comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ce sont 3 évolutions radicalement différentes. Quand vous parlez de l'ADN des peuples, il y a aussi dans cet ADN fondamentalement des préjugés. Offrir une ouverture sur autre chose, c'est peut-être ça qui peut faire évoluer les mentalités. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur nous concerne, on le voit bien, et quels que soient les événements, il y a un impact parce que voilà, les frontières n'ont pas disparu, mais elles n'ont plus le même sens. Et effectivement, il y a dans cette globalisation, les peuples sont en relation les uns avec les autres. Mais donc, c'est cela, effectivement, qui compte, c'est que comme les frontières n'ont plus la même signification et comme chaque peuple a une interaction avec les autres, eh bien, si on ignore ce qu'ils sont, si on ignore leur point de vue, si on n'intègre pas leur point de vue dans notre compréhension du monde, et intégrer le point de vue ne veut pas dire céder à l'autre point de vue, mais c'est juste dire que ça existe, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, mais effectivement, on manque quelque chose. La frontière, c'est au centre de vos préoccupations. C'est quoi une frontière pour vous ? Il y a des frontières mentales déjà, mais bon, les frontières physiques, elles existent, elles séparent les États. On ne peut plus empêcher la circulation des idées comme auparavant. Je veux dire, regardez en Chine, il y a 700 millions d'internautes. Donc le régime chinois n'a plus le même contrôle de sa population que du temps de Mao Tse-tung. Et en même temps, le peuple chinois n'a pas uniquement l'information du quotidien du peuple et du petit livre rouge de Mao, comme dans les années 60-70. Donc on voit quand même qu'il y a un changement fondamental par rapport à ces frontières. Mais en même temps, eh bien, si on prend par exemple la grande querelle qu'il y a entre occidentaux et russes, eh bien après la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, très probablement, les occidentaux pensaient que les Russes allaient devenir européens et occidentaux. Et ils sont restés russes. Et ils pouvaient difficilement en aller autrement. Et donc une grande partie de la difficulté, c'est que l'on pensait qu'ils allaient devenir comme nous alors qu'ils voulaient rester eux-mêmes. Idéalement, il faudrait supprimer les frontières entre les pays pour vous, ou est-ce que les frontières ont une véritable utilité ?
Je pense que les frontières doivent quand même ne pas disparaître, mais elles ne doivent pas être des barrières entre les gens, elles doivent être une sorte de moment d'identité, mais l'identité n'est pas forcément agressive par rapport aux autres, c'est juste savoir qui on est pour pouvoir au contraire s'ouvrir aux autres. Les identités peuvent être cumulatives, multiples. Personnellement, je me sens parisien, francilien, français, européen et citoyen du monde. Et je n'opposerai pas une identité à l'autre, elles sont pour moi cumulatives. Au niveau de la créativité, on a parlé de votre démarche. Peut-on parler de créativité chez les acteurs politiques dont vous êtes observateur, dont vous êtes analyste, que ce soit pour conquérir ou pour conserver le pouvoir? Est-ce que vous voyez une véritable créativité? Il y a à la fois la répétition de comportements anciens et en même temps chacun apporte sa patte, chacun apporte effectivement. Regardez, Trump n'est pas Obama, qui lui-même se distinguait de George Bush, qui lui-même se distinguait de Bill Clinton, et en même temps il y a des fondamentaux qui ne disparaissent pas dans la politique américaine. Donc je pense que chaque conduite, et ce que j'applique aux États-Unis, on pourrait le faire pour chaque État, dans chaque conduite il y a des permanents de la part de ce que j'appelle l'ADN d'un pays, et en même temps des inflexions que fait chaque personnalité. Et là, effectivement, chacun a sa propre créativité qui peut plus ou moins s'exprimer en fonction des circonstances historiques. Est-ce qu'il y a un acteur politique que vous admirez particulièrement pour sa créativité? D'un point de vue historique, en France, De Gaulle et Mitterrand, qui à mon avis ont été les deux grands présidents de la Ve République, qui ont le mieux manœuvré pour préserver et augmenter ou préserver les marges de manœuvre de la France. À deux périodes différentes, on peut dire qu'ils ont valorisé les atouts de la France en faisant que, au moment où ils étaient présidents, l'un et l'autre, la France a pesé plus que son poids réel, de par la politique qu'ils menaient, de par leur compréhension du monde et leur compréhension de ce qui était possible de faire et de ce qui n'était pas possible de faire. On prend un exemple? Bien, lorsque De Gaulle, par exemple, fait la force nucléaire française, ses adversaires disent mais à quoi bon avoir quelques armes nucléaires de plus? Les États-Unis en ont déjà. Et donc, il est inutile d'avoir mathématiquement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais ce n'est pas le nombre d'armes nucléaires qui comptait, c'est le pouvoir de décision, le centre de décision que ça donnait à la France, qui a pu parler sur un pied de plus grande égalité avec l'Union soviétique et également avec les États-Unis. Elle avait moins peur de l'URSS de par sa force nucléaire et donc moins besoin de la protection américaine. De la part de Mitterrand, je dirais que c'est à la fois la bataille des euromissiles où il se jette dans la bataille pour obtenir le rétablissement d'un équilibre nucléaire en Europe, et puis son refus de la guerre des étoiles de Ronald Reagan à une époque où tout le monde disait on ne peut pas échapper à cela parce que nous allons être marginalisés technologiquement si nous refusons cette guerre des étoiles. Donc dans les deux cas, c'était un refus, mais un refus en même temps, quand De Gaulle reconnaît la Chine, par réalisme, il fâche de façon très forte les États-Unis, il n'a pas peur de le faire. Et donc c'est le refus, le maintien d'une indépendance de la France qui paraît audacieux, mais qui se base sur un calcul extrêmement pertinent de la réalité du rapport de force. Justement, vous êtes un spécialiste des rapports de force. Est-ce que vous voyez l'ordre politique international aller vers plus de coopération, ou est-ce que c'est les rapports de force purs et simples qui vont dicter la conduite des États? On est toujours dans un entre-deux parce qu'il n'y a jamais eu un multilatéralisme débridé de la part des États. Multilatéralisme, ça veut Donc dire? le fait, disons qu'on oppose régulièrement unilatéralisme et multilatéralisme. Multilatéralisme, c'est de prendre des décisions en commun qui concernent le monde de façon multilatérale, donc à plusieurs. L'unilatéralisme, c'est le fait de prendre des décisions seules, comme veut le faire Donald Trump en ce moment. Et là, effectivement, on est dans une phase où, après les grands espoirs au sortir de la guerre froide, sur un monde nouveau, sur ce qu'on appelait, y compris le président George Bush, le nouvel ordre mondial, dont les espoirs ont vite été dissipés. Là, on voit que, notamment depuis l'élection de Donald Trump, il y a une sorte de repli sur soi ou de tentation de dire on décide seul et les autres n'ont qu'à obéir. Et ce que fait Trump a forcément des répercussions sur les autres pays. Et donc, le multilatéralisme, qui est pour moi la seule réponse à un monde globalisé, parce que les grands défis, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, au terrorisme, en passant par la réduction des inégalités économiques, ne peuvent pas être résolus par un pays seul. Ce sera forcément des solutions globales qui peuvent être apportées à des défis globaux. Et donc là, on est dans une phase où il y a la négation de cette nécessité de travailler ensemble et il y a la croyance chez certains qui est un petit peu contagieuse que, voilà, si ce n'est après moi le déluge, du moins, on décide seul et on verra bien ce qui se passe, mais en tous les cas, on ne tient pas compte,
des intérêts du globe à long terme et même des intérêts nationaux à long terme. Le multilatéralisme, c'est une sorte de coopération ouverte. Est-ce que vous envisagez une coopération beaucoup plus serrée, une espèce de gouvernement mondial? Est-ce que dans votre esprit, c'est quelque chose qui sera un jour possible ou pas? C'est en tous les cas indispensable. Et si on ne le fait pas, on va au-devant de grandes désillusions. Quand on dit que la Terre ne survivrait pas au réchauffement climatique, si, la Terre peut très bien se passer de l'être humain sur elle-même. Et donc c'est nous qui allons disparaître si on ne fait pas attention à cela. Mais si on se dit, je préfère mon point de croissance tout de suite que le degré de plus dans 30 ans, parce que dans 30 ans, je serai plus au pouvoir, etc. Mais effectivement, on ne va pas du tout dans la bonne direction. Mais effectivement, par rapport, une fois encore, à tous ces enjeux, on est vraiment solidaire, on vit sur la même planète, il n'y a pas une planète B dans laquelle on pourrait se réfugier par la suite. Et si c'est comme dans un village, c'est-à-dire que si les villageois ne trouvent pas des solutions pour les affaires du village, ils se disputent, ça crée une ambiance particulière et on ne trouve pas de solution au problème. On peut dire qu'aujourd'hui, le monde est un village global, pour reprendre une expression que l'on doit à Marshall McLuhan il y a maintenant déjà près de 50-60 ans, et que dans ce village global, tout se sait, mais qu'il n'y a malheureusement pas de conseil municipal de ce village global. Est-ce qu'on pourrait dire, à bien vous écouter, que l'invité nouveau qui arrive dans le débat de la géopolitique, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est la planète elle-même? Oui, je pense que la dégradation du climat est le principal défi géopolitique qui se pose à l'humanité. Parce que là, c'est simplement notre place sur Terre en tant qu'humanité qui est en cause. Et qu'il n'y a pas de menace stratégique plus grande que celle-là. Et ce n'est pas uniquement un problème scientifique. Je veux dire, il y a quand même un consensus de la part de la plupart des responsables politiques, peut-être à quelques exceptions près, malheureusement, une exception est importante, elle se situe aux États-Unis, mais également au Brésil maintenant. Et le Brésil, c'est l'Amazone, donc c'est quand même aussi un petit peu préoccupant. Mais on peut dire que les scientifiques sont à peu près quasiment unanimement convaincus de cela, et que la plupart des ONG aussi, que des grands groupes économiques se sont mis au vert en disant que ce n'était pas forcément anti-croissance et qu'en tous les cas, il fallait aller dans cela. Et donc, il y a vraiment ce consensus pour dire que c'est le plus grand défi, mais c'est une fois encore, c'est un défi stratégique. C'est un défi puisque c'est un défi de sécurité, de la sécurité de l'homme sur Terre. Avez-vous appris quelque chose d'essentiel de la part de vos pires adversaires? Oui, c'est savoir résister à la haine et ne pas devenir comme eux, parce que certains, je dis souvent quand je vois la liste de mes amis et celle de mes ennemis, je suis aussi fier de l'une que de l'autre. Et autant j'accepte le débat argumenté, j'ai parfois des beaux débats contradictoires avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et ça c'est le sel de la vie intellectuelle, qu'on a vraiment quelque chose comme ça. Quand on a fait appel à la calomnie, qu'on déforme mes propos, qu'on me prête des propos que je n'ai jamais tenus, là on rentre dans une autre catégorie, on sort du débat pour rentrer dans l'invective et effectivement dans une sorte de terrorisme intellectuel. Et donc le terrorisme doit se combattre, qu'il s'agisse d'un terrorisme politique, violent, islamiste, ou d'un terrorisme intellectuel, d'autres. Mais un vrai débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous pousse dans vos retranchements, vous force à accélérer votre réflexion. Et j'essaye d'éviter à la fois les gens qui calomnient et en même temps ceux qui sont d'accord entre eux et qui vont finalement s'auto-célébrer. C'est quand même un peu vain et assez inutile. Je vais sortir de la pièce, je vous confie le micro, ajoutez ce que vous souhaitez à l'entretien. Eh bien, c'est effectivement pas facile à répondre à cela, mais je crois que c'est un débat essentiel. Et donc, je pense qu'il y a une bonne volonté à essayer de comprendre les choses, de le faire calmement, de le faire, je veux dire, avec envie, mais sans passion destructrice, et de le faire de façon rationnelle. Donc, essayer de comprendre le monde pour tenter d'en limiter les défauts et de partager avec d'autres, et puis de réfléchir, et on ne réfléchit jamais seul.
on réfléchit toujours avec les autres, qui sont toujours une aide. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé dans mon parcours, qui m'ont ouvert des horizons. J'essaye maintenant, à mon tour, et arrivé à mon âge, eh bien, c'est à mon tour de transmettre. Comme on m'a transmis des choses, j'essaye désormais de transmettre moi aussi. Merci à Pascal Boniface pour cette réflexion. J'espère qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur les frontières qui, comme les portes, sont aussi faites pour s'ouvrir. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Sounds Like Portraits, Philippe Ingard. À bientôt.